Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan consacrée au Festival du film fantastique de Gérard May, dont la 31e édition s'est achevée il y a quelques jours, festival auquel j'ai eu la chance de pouvoir me rendre pour la deuxième fois et qui rendait cette année hommage à la littérature fantastique, le cinéma de genre lui devant évidemment beaucoup. Pas étonnant donc de retrouver l'écrivain Bernard Werber en tant que président du jury des longs métrages. À noter la présence dans ce même jury de deux réalisateurs nous ayant régalé en fin d'année dernière avec Gueule Noire et Vermine, à savoir Mathieu Turi et Sébastien Vanissek. Au programme de ces 5 jours de réjouissance, pas moins de 16 films, dont les 10 présentés en compétition, ainsi que la masterclass tenue cette année par le réalisateur américain Gareth Edwards. Alors que l'édition précédente avait suscité quelques réserves parmi les spectateurs, pas tant pour la qualité des films sélectionnés en compétition que pour la présence de pas mal d'entre eux dans un festival de genre, voyons maintenant si la sélection de cette année aura su corriger quelque peu le tir. C'est parti! Au programme de cette première journée, le long métrage d'ouverture du festival, The Forbidden Play, film japonais réalisé par Hideo Nakata, à qui l'on doit, s'il est encore nécessaire de le préciser, les deux classiques de la J-horror que sont Ring, sorti en 1998, et Dark Water, sorti en 2002. Un réalisateur grandement influent et plutôt prolifique, même s'il peine, depuis quelques années maintenant, à renouer avec ses coups d'éclat d'antan. Dans The Forbidden Play, nous suivons Naoto Ihara, lequel mène une vie heureuse avec son épouse Miyuki et leur fils Haruto. Leur bonheur est anéanti le jour où Miyuki meurt dans un accident de voiture. Naoto tombe dans un profond chagrin alors que Haruto prie tous les jours pour que sa mère revienne à la vie après avoir enterré un de ses doigts au fond du jardin. Recyclant des éléments de sa filmographie sans vraiment se les réapproprier et multipliant les idées sans parvenir à les exploiter pleinement, ce conte macabre oscille entre le premier degré du drame d'un deuil impossible et le caractère un brin méta introduit par le personnage du médium, entre SFX réussi et raté, mais peut heureusement compter sur son casting féminin et quelques moments bien troussés, qu'ils soient drôles ou effrayants, enfin un peu effrayants tant on les a déjà vus ailleurs. Une entame de festival en demi-teinte, mais pas pour autant désagréable. Deuxième journée et deuxième film de la compétition avec The Perpetrator de Jennifer Reeder. Ce second long métrage de la réalisatrice met en scène Johnny Baptiste, une adolescente insouciante envoyée chez sa tante Hildy avec laquelle elle n'avait plus de contact. Le jour de ses 18 ans, elle subit une métamorphose radicale, un sort familial qui la redéfinit, appelé Forevering. Lorsque plusieurs adolescentes disparaissent dans sa nouvelle école, Johnny, sauvage et mythique, se lance à la poursuite du Perpetrator. C'est un des films que j'attendais le plus dans ce festival et, à l'image de son synopsis légèrement cryptique, on peut dire qu'il se laisse difficilement appréhender. Désorientant le spectateur par sa narration chaotique, qui délaisse une grande partie des éléments mis en place dans son introduction pour n'y revenir que bien plus tard, et sa touche de surréalisme qui apporte notamment une bonne dose de comédie à laquelle on ne s'attendait pas forcément, The Perpetrator révèle le pouvoir du sang à travers cette héroïne aux étranges pouvoirs et parvient à intégrer des thématiques importantes aux enjeux dramatiques qui sont développés. Même si le film peine parfois à lier toutes ces idées, il n'en demeure pas moins un divertissement horrifique, drôle et féministe que j'ai personnellement hâte de revoir. Troisième film en compétition, The Funeral d'Orson Behram, dans lequel Semal, un conducteur de corbillard solitaire, se voit un jour confier une tâche mystérieuse. Une jeune fille nommée Zinep a été sauvagement assassinée et le corps doit être envoyé par la route à sa famille dans l'est du pays. Un second long métrage difficile à mener pour son réalisateur puisqu'il lui aura fallu pas moins de 6 ans pour le concrétiser, eu égard notamment à la logistique qu'implique un tournage à travers tout un pays. J'avoue avoir souffert quelque peu moi aussi durant les 2 premiers tiers du film. Dans une ambiance morne et glaciale, et avec très peu de dialogue, une Isabelle Huppert cadavérique et un Keanu Reeves neurasthénique turc nous embarquent très mollement dans un road movie horrifique aux bonnes idées, mais qui s'emballe un peu trop tardivement et de manière convenue pour rattraper l'ennui de l'heure précédente.
4e film de la compétition, récompensé du prix du jury ex aequo, le film portugais Amelia's Children de Gabriel Abrantes met en scène Edward, orphelin depuis sa naissance, qui découvre à l'âge adulte qu'il a un jumeau et une mère qu'il ne connaît pas. Avec sa petite amie Riley, il part les rencontrer dans leur magnifique demeure isolée au cœur d'une région recluse. Les retrouvailles passées, le jeune couple se rend compte que les apparences sont trompeuses, la famille d'Edward cache un monstrueux secret. Leur visite va tourner au cauchemar. S'inspirant du folklore portugais, le film brosse le portrait d'une femme de la haute bourgeoisie en quête d'éternité, ravagée par la chirurgie esthétique et prête à mettre à contribution sa famille, quitte à en sacrifier une partie pour retrouver sa jeunesse. Jonglant habilement entre malaise, humour et effroi, porté par un excellent casting, une mise en scène tendue et percutante, le tout dans un décor unique très bien exploité, le film nous conduit vers un dernier acte particulièrement réjouissant. Un film à découvrir actuellement en salle. Premier long métrage présenté hors compétition, le film français La Morsure de Romain de Saint-Blanca. Nous y suivons Françoise, 17 ans, pensionnaire d'un lycée catholique. Persuadée qu'il ne lui reste qu'une seule nuit avant sa mort, elle fait le mur avec son amie Delphine pour se rendre à une fête costumée et pouvoir vivre cette nuit comme la dernière. Convoquant la figure du vampire, non pas pour tenter d'effrayer le spectateur, mais pour aborder les premiers émois d'une adolescente déterminée à imposer ses propres règles, La Morsure, influencée par la littérature gothique, tant dans son esthétique que dans son anti-héroïne, refuse de plonger pleinement dans le fantastique et offre ainsi un film étrange, tantôt poétique, tantôt lugubre, mais aussi quelque peu frustrant. And the new directors, the new generation is trying to bring this back, but of course productions in Italy are not very friendly no more with the horror genre, and that's why I want to thank my producers and all the people involved in this project, and I hope you enjoy the movie because it has been made with heart and balls. Et dans les années les plus récentes, en Italie, c'est vrai que pour produire, pour réaliser, pour amener sur les écrans des films du genre, fantastique, horreur, etc., c'est devenu très difficile, très compliqué. Les financiers font un peu la tête quand on leur amène ce genre de projet. Et donc il faut vraiment être courageux, et c'est la raison pour laquelle, je voudrais remercier mes propres soutiens, mes partenaires financiers pour avoir permis de faire ce film. C'est un film qui a nécessité beaucoup de sueur, beaucoup de courage et une bonne grosse paire. 5e long métrage en compétition, le film italien Resurgis de Francesco Carnesecchi, mettant en scène Sarah et ses amis qui partent chasser en montagne. Mais quelque chose de malveillant rôde au plus profond des bois reculés. La partie de chasse, qui devait être un moment de détente, va se transformer en cauchemar bien réel. Avec cette histoire de gibier bien plus coriace que prévu, une créature dont je vous laisse d'ailleurs découvrir la vraie nature, c'est donc un survival en forêt qui nous est proposé. Rien de bien nouveau sous le soleil, enfin plutôt sous la brume épaisse dans laquelle baigne le film, celui-ci parvenant néanmoins à compenser le sentiment de déjà-vu et l'absence de surprise dans son déroulé par une certaine efficacité, tant dans la gestion des différentes apparitions du monstre que dans les scènes de traque. Dommage cependant que le traumatisme du personnage principal ne soit pas plus ou mieux exploité pour qu'on s'y attache davantage. Reste un divertissement sympathique pour peu qu'on n'en attende pas trop. Usalek sufrir. You don't need to just say because it's perfect on it. So, I know you love me now, but after this fucking movie, you're gonna hate me. Donc maintenant vous m'aimez, mais après avoir vu ce putain de film, vous allez me détester.
6e long métrage en compétition, le très attendu When Evil Lurks du réalisateur argentin Demian Rugna n'a pas volé sa réputation, remportant à la fois le prix de la critique et le prix du public. Le film met en scène deux frères qui, après avoir découvert un cadavre mutilé près de leur propriété, apprennent que les événements étranges survenant dans leur village sont causés par un esprit démoniaque qui a élu domicile dans le corps purulent d'un homme. Bien qu'il s'agisse encore d'un long métrage de possession, autant vous dire qu'on est ici bien loin de ce que peuvent nous offrir les blockbusters horrifiques traitant du même sujet. Car avec ce film, Rugna fait régner l'imprévisibilité, l'urgence et le désespoir, se permettant des scènes auxquelles on ne s'attend pas et faisant redoubler son démon d'inventivité pour arriver à ses fins. Ouvrant les portes de l'enfer pour libérer un mal prêt à s'attaquer même aux plus innocents, le film nous plonge dans une folie sanglante et sans fin, à peine entachée par une seconde partie un peu trop surexplicative, quand rentre en scène le personnage de l'exorciste. Un film à découvrir en salle grâce à ESC le 17 avril. Merci beaucoup. C'est un honneur et une joie d'avoir notre film ici à Gérardmer. Pour nous, c'est très émouvant parce que c'est la première française. Et j'ai la chance, comme on est un peu à la maison, d'avoir un autre bout de l'équipe que je vais faire venir sur scène aussi parce que j'en profite. Pour une fois que je suis pas toute seule. Candice Zacchino et Olivier Aquin qui sont mes merveilleux producteurs qui sont très courageux et qui vont faire venir. 7e film en compétition et premier long métrage de fiction de sa réalisatrice Céline Rouzet, En attendant la nuit, a été récompensé du prix du jury. Il met en scène les Ferral qui, dans la petite ville tranquille où ils emménagent, font tout pour paraître ordinaires. Leur fils Philémon, un adolescent doux et introverti de 17 ans, a une affection étrange qu'il faut à tout prix dissimuler. Mais il grandit, son désir pour Camilla se confond bientôt avec la soif de sang qu'il contrôlait jusque-là. Sa différence devient impossible à cacher. Récit du désir d'émancipation et d'amour d'un adolescent pas tout à fait comme les autres, le film navigue entre les genres, offrant un teen movie drôle et cruel, mais aux enjeux principaux peu développés et au déroulé trop convenu. On s'attarde ainsi sans doute un peu trop sur la sous-intrigue de la mère, infirmière, qui va tout faire pour aider son fils en récupérant des poches de sang, ce qui n'est pas sans rappeler Blood de Brad Anderson, film d'ouverture du festival de Gérardmer l'an passé. Après la masterclass de Kim Ji-woon et l'hommage rendu à Romé Balaguerro en 2023, le réalisateur britannique Gareth Edwards se voit convié aux deux événements cette année. Celui à qui l'on doit Monsters en 2010, dont vous pouvez retrouver une critique sur la chaîne, puis Godzilla en 2014, Rogue One en 2016 et The Creator en 2023, était, aux côtés de Duncan Jones et Neil Blomkamp notamment, l'un de ces jeunes réalisateurs en qui j'avais mis beaucoup d'espoir au tournant des années 2010. Force est de constater aujourd'hui que des trois, c'est sans doute lui qui s'en est le mieux sorti. Vous allez me faire pleurer, arrêtez. That's not my best picture, right? Ma meilleure photo. I really want to meet the guy that you were describing in that introduction. He sounds really cool. J'aimerais bien rencontrer la personne que vous avez décrite dans le texte là, tout à l'heure. Il a l'air vraiment bien. I have a confession. My first ever memory of wanting to be a filmmaker happened here in France. J'ai une confession à faire. Le souvenir le plus lointain que j'ai personnellement, ce souvenir où j'ai eu envie de devenir réalisateur, ça s'est passé ici en France. We came to France every year. We were one of those really annoying English family tourists that French people hate. On venait souvent en France, on était une de ces familles britanniques que les Français généralement détestent parce qu'on est des touristes un peu pénibles. And we went into a tourist shop and they sold all these knickknacks. One of them was this plastic, fake 8mm Super 8 camera. It was fake. And as you click the button, you would see different pictures like Paris and things like that. On a été dans un magasin de souvenirs, des trucs, des petits bibelots de souvenirs, et il y avait
avait, peut-être vous vous en souvenez, une espèce de mini caméra Super 8 en plastique, une fausse évidemment, et quand on regardait à l'intérieur et qu'on appuyait sur le bouton, il y avait des images, des photos de Paris, des trucs touristiques et des films. I was like 4 years old and I thought, if I just pretend this is real, like go outside and pretend I'm filming, maybe no one will realize, they'll think I'm actually a filmmaker. Moi j'avais 4 ans à l'époque, j'étais petit et je me suis dit à ce moment-là, si je prends cette petite caméra, je vais dehors et je fais comme si j'étais en train de filmer, peut-être que les gens vont penser, vont comprendre que je veux moi-même ou que je suis un réalisateur. I remember the French people were really kind and they smiled and they played along with my delusion that I was really making films and kept it a secret. I don't actually know what I was doing. Et en fait, je me souviens que les gens les Français autour de moi, me regardaient, ils étaient très gentils et ils allaient dans ce sens. En fait, ils me faisaient croire que j'étais moi-même un réalisateur en train de filmer et ils n'ont pas brisé le secret. It's 44 years later now, 48, and I still walk around with a camera and pretend I'm a filmmaker. Et là, vous voyez, on est 44 ans plus tard, j'ai 48 ans, me dit-il, et puis je continue de prendre une caméra et de faire croire que je suis réalisateur. And so one more time, I have to thank the people of France for playing along and not giving away the secret and letting me not realize that I don't actually know what I'm doing. Et à nouveau, eh bien, je suis bien obligé de remercier le peuple de France de m'accueillir en tant que réalisateur, de me faire croire qu'ils savent que je fais croire moi-même que je suis un réalisateur. Et voilà, en oubliant qu'en fait, je ne sais absolument pas ce que je suis en train de faire. And so if it's okay with you, if we could just keep the secret for another 44 years, I promise I will make 4 more films. Et si vous me permettez de garder le secret pour 44 ans de plus, je vous promets moi de faire un petit peu plus de films. Thank you so much. Deuxième long métrage présenté hors compétition, Rokia de Saïd Belktibia, membre du collectif Courtrajmé et qui signe ici son premier film. Nous y suivons Nour, qui vit de contrebande d'animaux exotiques pour des guérisseurs. Lorsqu'une consultation dérape, elle est accusée de sorcellerie. Pourchassée par les habitants du quartier et séparée de son fils, elle se lance alors dans une course effrénée pour le sauver. La traque commence. À l'ère des réseaux sociaux omniprésents et tout-puissants, Rokia revisite la chasse aux sorcières dans un thriller d'action haletant porté par la talentueuse Golshifteh Farahani. Passant très rapidement sur l'ambiguïté de la nature exacte de certains événements, le film délaisse le terrain du fantastique pour jouer habilement avec les codes du cinéma d'horreur, prenant même le spectateur à témoin le temps d'une scène d'agression au réalisme glaçant, et développer un discours résolument engagé et pertinent sur les violences faites aux femmes. Troisième film présenté hors compétition, le documentaire français Kaidan, histoire étrange de fantômes japonais de Yves Montmayer, s'intéresse, vous l'aurez deviné, à la vaste mythologie créée par le Japon autour de la figure du fantôme. Une singularité culturelle d'autant plus fascinante qu'elle a su traverser les siècles et s'adapter au monde moderne. Du cinéma au manga, en passant par les jeux vidéo, le roman ou encore la danse, ces créatures démoniaques ont même réussi à s'infiltrer dans tous les médias artistiques. Mais c'est grâce au cinéma qu'elles ont atteint le statut de stars de la pop culture. Une plongée au cœur de la J-horror, mais qui va bien au-delà du simple volet cinématographique, en abordant plus globalement la culture des fantômes au Japon. Interviennent donc des personnalités incontournables, telles que les réalisateurs Hideo Nakata, Kiyoshi Kurosawa ou encore Takashi Shimizu, mais aussi les mangaka Kazuo Umezu et Jinjo Ito, ainsi que des comédiennes, danseurs, médiums, photographes et peintres, chacun évoquant le rapport qu'il entretient avec les histoires de fantômes. Passionnant et forcément un minimum instructif.
8e film en compétition, le film américain The Seeding, le premier de son réalisateur Barnaby Clay et qui a remporté le prix du jury jeune. Nous y suivons un randonneur qui se rend dans le désert pour prendre des photos d'une éclipse solaire. Il tombe sur un enfant égaré et propose de l'aider à retrouver les siens. Son acte de bon samaritain va rapidement se transformer en un jeu dangereux entre lui, un groupe d'adolescents sadiques et une mystérieuse femme qui entretient des liens étranges avec ces derniers. Semblant suivre les traces du survival en territoire hostile et consanguin, le film parvient néanmoins à surprendre, prenant la forme d'un cauchemar existentiel, s'interrogeant sur le cycle de la vie et la place de l'homme, isolé, piégé et réduit à sa simple qualité de fécondateur, comme notre protagoniste au fond de son cratère. Un thriller psychologique filant la métaphore, suffisamment divertissant pour maintenir le spectateur en haleine. Neuvième film en compétition, le long métrage sud-coréen Sleep, réalisé par Jason Yu, ancien assistant réalisateur de Bong Joon-ho et qui pour son premier essai frappe déjà très fort. Le film met en scène un jeune couple dont la vie est bouleversée quand le mari devient somnambule et se transforme en quelqu'un d'autre la nuit tombée. Sa femme, submergée par la peur qu'il fasse du mal à leur nouveau-né, ne trouve alors plus le sommeil. Bénéficiant d'une écriture et d'une mise en scène au cordeau, brouillant la frontière entre réalité et surnaturel, de changements de ton parfaitement maîtrisés et d'un duo principal brillant, dont Lee Soon-kyun, décédé il y a peu et auquel le film est dédié, le tout prenant appui sur une parasomnie propice au genre, Sleep s'impose comme une franche réussite. Ce que son réalisateur décrit lui-même comme un film d'horreur feel good était mon favori du festival pour le Grand Prix et il l'a très justement emporté. Je vous encourage donc à le découvrir le 21 février en salle. Dixième et dernier long métrage de la compétition, le film français La Damnée, première réalisation d'Abel Danan. Nous y suivons Yara, jeune marocaine souffrant de troubles, venue étudier à Paris. Confinée dans son appartement, elle est la proie de phénomènes effrayants, mêlant bribes de son passé et apparitions monstrueuses. Un soir, une mystérieuse apparition vient perturber son quotidien, la poussant au bord de la folie. Véritable descente aux enfers d'une étudiante étrangère en période de Covid-like, sur fond de sorcellerie marocaine, le film parvient à gérer son quasi huis clos grâce à de très bonnes idées de mise en scène et une actrice principale, Lina El Arabi, totalement investie dans un rôle plutôt difficile. On passera sur certains artifices mis en place pour pallier la quasi-absence d'interaction de l'héroïne avec d'autres personnes, d'autant plus inutile qu'il joue surtout la carte de la surexplication ou du résumé de la situation. Un premier film néanmoins prometteur, à découvrir en salle le 9 octobre. Quatrième long métrage présenté hors compétition, le film américain It's a Wonderful Knife de Tyler McIntyre, mettant en scène Winnie, dont la vie est loin d'être merveilleuse, un an après avoir sauvé sa ville d'un tueur psychotique la veille de Noël. Alors qu'elle souhaite ne jamais être née, elle se retrouve transportée comme par magie dans un univers parallèle cauchemardesque. Relecture horrifique de La vie est belle de Frank Capra par le scénariste de Freaky, sorti en 2020, It's a Wonderful Knife plonge ainsi son héroïne dans une réalité dystopique, laquelle lui fera réaliser évidemment que la vie sans elle est encore pire. Peinant à se démarquer du lot de teen slasher movies qu'on nous sert en quantité, semblant même précipiter son final, le film demeure sympathique mais vraiment très inoffensif. Cinquième long métrage hors compétition, le film canadien Vampire humaniste cherche suicidaire consentant d'Ariane Louis XVI. Un drôle de titre pour un drôle de film dans lequel la jeune vampire Sacha a un sérieux problème, elle ne peut pas tuer. Ses parents exaspérés lui ont coupé l'approvisionnement en sang, mettant sa vie en danger. Sacha rencontre Paul, un adolescent solitaire aux tendances suicidaires, qui est prêt à donner sa vie pour la sienne, et il se lance dans une quête nocturne pour exaucer les dernières volontés de Paul. Premier long métrage de sa réalisatrice, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, fut à n'en pas douter le film le plus drôle de tout mon programme. S'amusant avec les codes du genre sans tomber dans la caricature, tout en abordant la difficulté de chacun à trouver sa place dans un monde dans lequel il ne se retrouve pas. Mêlant l'insolite au macabre, la mélancolie à l'humour noir, ce récit d'apprentissage avec vampires empathiques et humains dépressifs tentant tous deux de rompre leur isolement, séduit par sa justesse et sa fraîcheur. À découvrir le 20 mars en salle.
6e et dernier film vu hors compétition, Le Mangeur d'âmes, nouvelle réalisation du duo Julien Maury-Alexandre Bustillo, d'après le roman d'Alexis Lepsker. Nous y suivons la commandante Elisabeth Guardiano, chargée d'aller enquêter sur un double meurtre d'une rare brutalité dans une petite commune des Vosges. Sur place, elle rencontre le capitaine de gendarmerie Franck de Roland, qui fait face à une série de disparitions d'enfants. Impuissants face à un village hostile, ils vont être contraints d'unir leurs forces pour découvrir la vérité, une vérité terrifiante empreinte de légendes occultes. Fin de festival un peu difficile avec ce métrage tourné dans les Vosges, mais dont l'ensemble lui donne malheureusement un cachet extrêmement télévisuel, tant dans l'écriture que l'interprétation ou la photographie. Pas grand chose à quoi se raccrocher donc. Lorgnons clairement du côté des rivières pourpres, ce qui n'est pas en soi une mauvaise idée, le film peine à instaurer une réelle ambiance, et ce ne sont pas quelques scènes de crime ou reconstitutions de meurtres un peu graphiques qui pourront rattraper le reste. Dommage, l'histoire avait pourtant du potentiel, à découvrir pour les plus courageux le 3 avril en salle. C'est donc la fin de ce bilan d'un festival de Gérardmer 2024 qui semble avoir pris en compte certaines critiques faites l'année dernière et qui m'aura encore permis de faire de belles découvertes. Merci à celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'espère vous avoir donné envie de découvrir certains films de ma sélection. Si vous avez apprécié ce petit tour d'horizon vosgien, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!